on accueille Irène Coffer. Alors, je vais vous présenter Irène. Irène est une militante féministe et syndicaliste, on peut dire ça. Alors, elle a travaillé à l'ASBL Garance, qui est une association de prévention des violences basées sur le genre. Elle est membre de la rédaction de la revue Politique et elle collabore aussi régulièrement au magazine Axel et parfois aussi à d'autres publications. Et puis, elle a un blog où elle attribue des clics et des claques, elle nous en parlera. Et à ses côtés, Hyacinthe Gigounon, qui est responsable de Vie féminine Brabant Wallon. Donc peut-être vous connaissez toutes les deux. Moi je connais Irène, oui. Voilà. Donc bonjour Irène. Bonjour. Et bonjour Hyacinthe. Bonjour. Alors, je dois dire aussi que Irène, vous avez inspiré le titre d'une campagne qu'on a menée aux équipes populaires il y a quelques années et qui s'intitulait « Une couverture de laine, c'est bien, une couverture sociale, c'est mieux ». Donc merci pour ce superbe titre. Et donc maintenant c'est parti remise, on recommence sur les mêmes thématiques sécurité sociale parce que voilà, il y a encore beaucoup de choses qui se sont détricotées malheureusement depuis. Et Irène a commis un texte il y a quelques années maintenant qui s'appelait Viva for Life, bons sentiments et mauvaise politique. Une opinion d'une citoyenne, puisque c'est comme ça que tu signes cet article. Effectivement. Et donc, dans cet article, vous parlez, parce que vous avez le sens de la formule, de charity show. Et donc, c'est par rapport à ça qu'on voudrait vous interroger. Mais aussi, vous m'avez dit que vous aviez préparé une petite lecture qui date, mais qui on l'espère, qui on l'espère ne deviendra pas réalité. Oui, pour une solution pour les enfants pauvres autre que Viva for Life. C'est une triste chose pour ceux qui se promènent dans cette grande ville que de voir les rues encombrées de mendiants que suivent 3, 4 ou 6 enfants, tous en haillons et importunant chaque passant pour avoir l'aumône. Je proposerai donc humblement des idées qui, je l'espère, ne soulèveront pas la moindre objection. Un jeune Américain de ma connaissance m'a certifié qu'un jeune enfant bien sain, bien nourri, est, à l'âge d'1 an, un aliment délicieux. Très nourrissant et très sain, puisqu'on parlait justement de manger sainement, d'ailleurs, ça a un rapport. Bouilli, rôti, à l'étuvée ou au four, et je ne mets pas en doute qu'il ne puisse également servir en fricassé ou en ragoût. J'accorde que cet aliment sera un peu cher. Et par conséquent, il conviendra très bien aux propriétaires qui, puisqu'ils ont déjà dévoré la plupart des pères, paraissent avoir le plus de droits sur les enfants. Ceux qui sont plus économes, et je dois convenir que les temps le demandent, peuvent écorcher le corps. La peau artistement préparée fera d'admirables gants pour les dames et des bottes d'été pour les beaux messieurs. Voilà, Alors, le texte est en fait de Jonathan Swift, celui qui a écrit Les Voyages de Gulliver, qui est connu plus pour ça. Et le titre du texte, c'est un petit livre que je vous recommande chaleureusement, et il est en plus en accès libre sur Internet. Ça s'appelle « Modeste proposition pour empêcher les enfants des pauvres en Irlande d'être à charge à leurs parents et à leur pays et pour les rendre utiles au public ». Bon, le titre est un peu long par rapport au livre, mais voilà. C'est une lecture que je vous recommande et ce serait pas mal d'ailleurs de le lire à Viva for Life. Je pense que ce serait une autre idée de charity show que celle à laquelle on peut assister. Voilà, donc on l'aura compris, c'est de l'humour noir. J'espère qu'on aura compris que c'est de l'humour noir. Mais oui, et donc l'auteur Jonathan Swift, il dresse un réquisitoire contre les riches anglais à l'époque et il brosse une critique de la situation sociale de son pays. Bon, aujourd'hui, on n'en est pas tout à fait là, mais l'histoire quand même a tendance à se répéter et les inégalités sociales à se creuser. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous analysez la situation aujourd'hui et aussi la manière, les réponses qu'on y donne avec des événements tels que Viva for Life, c'est bien. Oui, mais je voudrais dire que vraiment, dans Viva for Life, la chose que je trouve la pire, vraiment la pire, c'est le dernier jour où, en général, un ou une politique, ou plusieurs, viennent apporter devant les caméras un chèque en se faisant applaudir, alors qu'on sait très bien que si la pauvreté ne recule pas et qu'elle a même tendance à s'aggraver, c'est à cause de leur politique. Ce matin, j'ai eu l'idée d'un parallèle pour faire comprendre à quel point c'est grotesque. C'est un peu comme si Théo Franken venait distribuer de la soupe au parc Maximilien à Bruxelles, avant d'expulser, bien entendu, les réfugiés. Donc c'est vraiment, pour moi, exactement la même chose. C'est totalement indécent.
Et malheureusement, chaque année, on peut voir, alors c'est pas toujours les mêmes ministres, mais venir se faire de la publicité en disant on est quand même bon, on donne un chèque, on débloque de l'argent, alors que c'est clair que les politiques d'austérité qui se sont aggravées ces dernières années, enfin qui existaient déjà avec les gouvernements précédents, mais qui se sont aggravées avec le gouvernement Michel, ne font que creuser le fossé entre les riches et les pauvres. Et comme je suis militante féministe, quand même, je fais attention aussi à ce que ça implique pour les femmes. Et il y a une série de mesures qui sont prises actuellement, qui sont déjà graves pour les hommes, enfin qui sont graves pour l'ensemble de la population, mais qui sont encore plus graves pour les femmes. Donc qui aggravent encore le fossé entre les hommes et les femmes, au lieu de le diminuer. Et on a l'air d'oublier que des enfants pauvres, ce sont les enfants de personnes pauvres, de parents pauvres. C'est rare que des gens riches aient des enfants pauvres, c'est vraiment exceptionnel. Et donc, quand on aggrave la pauvreté des parents, c'est clair qu'on aggrave, enfin qu'on fabrique, en fait, on fabrique des enfants pauvres. J'ai même appelé Viva for Life, j'ai appelé en fait Charles Michel fournisseur de pauvres pour Viva for Life, parce que ces mesures-là vont encore creuser les inégalités. Et quand je dis que ces mesures sont encore plus graves pour les femmes, on a réussi au moins à supprimer un projet de mesure qui était le fait de diviser par 2 l'allocation de garantie de revenus, qui touche les temps partiels, et les temps partiels, c'est à plus de 80% les femmes. Heureusement, ça a été annulé, aussi parce que le patronat était contre, d'ailleurs, parce que le patronat a tout intérêt à ce que les femmes continuent à travailler à temps partiel, hein. Et puis ça diminue aussi les statistiques du chômage, hein. Quand on coupe un boulot à temps plein en 2, ça fait un chômeur ou une chômeuse en moins, hein. Donc effectivement, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas une bonne idée. Mais donc il y a une série de mesures en matière de pension aussi, qui vont encore appauvrir les femmes pensionnées. Alors là, c'est pas les mères, c'est les grands-mères. Mais ça aussi, ça aggrave la pauvreté dans les familles. Donc je crois vraiment que c'est indispensable, quand on a une opération de ce type-là, de faire une analyse politique. Et celle-là, elle ne se fait pas. Et pour moi, le boulot des journalistes, c'est pas d'aller s'enfermer dans un cube et de faire semblant d'être pauvre et précaire pendant une semaine, mais c'est d'expliquer à la population en quoi les mesures qui sont prises par le gouvernement créent de la pauvreté. Et l'entretiennent de la pauvreté et aggravent la pauvreté. Ça, c'est le boulot des journalistes. C'est ça. Et aussi, c'est notre travail aussi d'éducation permanente. Mais on se rend compte que c'est des messages qui sont... Enfin, on a l'impression parfois de ramer un peu à contre-courant, qu'effectivement, le divertissement dans cette période, c'est quelque chose qui attire pas mal de personnes, et aussi des personnes qui sont elles-mêmes touchées de plein fouet par ces mesures politiques. Alors, en tant que syndicaliste, qu'est-ce que vous verriez comme manière de changer, d'inverser la tendance? Mais déjà, moi je ne m'en prends pas du tout aux personnes qui viennent donner de l'argent pour cette opération. Je crois vraiment que ce sont souvent des pauvres gens, qui n'ont pas énormément de moyens non plus, et que c'est vraiment des pauvres qui donnent à des plus pauvres qu'eux. Moi, ce qui me dérange dans l'ensemble des opérations de ce type-là, pour moi, Cap 48, c'est pas tellement différent. Pas moi, Télévie, au moins c'est pas le service public. Mais je crois vraiment que ce sur quoi il faut insister, c'est que les citoyens compensent parfois des défaillances de l'État. Et je comprends qu'ils veuillent le compenser, et que ça part vraiment de bons sentiments. Alors quand je parle de bons sentiments et de mauvaises politiques, je ne critique pas les bons sentiments, je critique les mauvaises politiques. Mais simplement, je pense que par exemple, ça me fait aussi penser au parc Maximilien. Il y a des citoyens qui viennent chercher des réfugiés tous les jours pour les emmener chez eux pour dormir au chaud. C'est le boulot de l'État. Il y a des citoyens qui le font. C'est très bien qu'ils le fassent. Mais la différence, c'est que ces citoyens, ils vont pas dire « Ah, c'est très bien ce que l'État fait. Il fait sur son possible, il peut pas faire mieux, donc on en rajoute. » Non, ils n'arrêtent pas de dénoncer la politique de l'État. Et je pense que une opération comme Viva for Life serait tout à fait acceptable pour moi, parce qu'il faut de l'argent, et des ASBL qui reçoivent de l'argent ont besoin de moyens, si en parallèle on dénonçait les raisons pour lesquelles une opération telle que celle-là est nécessaire, et que c'est un scandale qu'elle soit nécessaire dans un pays riche. Et là, je crois qu'il y aurait vraiment un boulot à faire, et ce serait bien peut-être d'interpeller des personnes. Je sais que Bernard DeVos va passer cet après-midi, mais ce serait bien de l'interpeller là-dessus. Il est le président du jury qui détermine où va aller l'argent, et je comprends qu'en tant que délégué aux droits de l'enfant, il s'implique là-dedans, mais en même temps, cette dénonciation est indispensable. On ne peut pas simplement donner de l'argent dans un puits sans fond sans expliquer ce qui se passe en réalité, quelles sont les raisons de fond.
C'est ça. Et, c'est vrai que on a créé aujourd'hui cette journée, on a mis sur pied ces émissions. Mais c'est vrai qu'en même temps, on se dit, il faut aussi respecter les citoyens qui embrayent là-dedans. Donc, comment faire pour à la fois je crois que justement, l'analyse. C'est ce qu'il faut expliquer. Hein. Donc vraiment ne pas s'en prendre aux citoyens qui viennent, mais à ceux qui en profitent pour faire leur propre promo. Par exemple, moi, les artistes qui viennent soutenir pour faire la promo de leur nouveau disque, moi, ça me rend malade aussi. Quoi. Je trouve que c'est pas l'endroit, c'est pas ça qu'il faut faire aussi. Mais donc, Irène, si je comprends bien ce que tu dis, Vivacité ajouterait dans ce cube un niveau d'interpellation citoyenne ou politique. Ce serait bon. Tu acceptes qu'on mette en place ce Vivacité. Et je renvoie la question qu'on a posée à nos invités ce matin. Vivacité, Viva for Life, stop ou encore? Oui, moi je dirais stop, parce qu'il n'y a pas... Bon, bien sûr, s'il y avait une analyse en plus, ce serait moins grave. Je dirais rien que cette idée de cube, de faire croire que parce qu'on rentre pendant... je sais pas, c'est 5-6 jours dans un cube, qu'on vit la même chose que des enfants pauvres, et qu'en même temps on fait tout un cinéma autour de ça où on parle. Enfin, cette année, je ne sais pas, j'ai pas écouté, mais il m'est arrivé de regarder les années précédentes pour nourrir mon indignation, en fait, pour savoir de quoi je parlais. Et alors, quand ils parlent de leurs problèmes d'estomac, quand ils parlent du fait qu'ils n'arrivent pas à dormir, quand ils parlent de leurs propres mots, moi je trouve ça totalement indécent. Hein. Donc il n'y a pas que ça. Ce cube est inutile. En plus, c'est un concept qui a été acheté, je ne sais pas combien, qui a été acheté à une société commerciale pour avoir le concept de rentrer dans un cube. Si vous passez par Nivelles, nous aussi on est dans un cube et il y a une vitrine. Hein. Vous pouvez passer, il y a de la soupe. Mais on ne va pas se plaindre de notre digestion, par contre. Et puis on essaye de faire passer quand même un autre type de message. Laurence ? Oui, mais donc aussi dans les articles que j'ai lus, vous parliez aussi des jeunes qui sont de plus en plus confrontés eux-mêmes à la précarité. Et est-ce que vous auriez des messages à faire passer à ces jeunes? On va avoir bientôt une émission justement avec la Maison de Jeunes de Nivelles. Et peut-être ce serait intéressant qu'on leur dise, voilà, un message d'une personne militante. Mais je crois qu'on peut faire un rapport avec une autre actualité qui n'est pas si vieille que ça. C'est les fameux sugar daddy, vous savez, la remorque qui circulait près des universités en suggérant aux étudiantes principalement de se prostituer, en gros, pour compenser le fait qu'elles n'avaient pas de quoi ou payer leurs études, ou en tout cas pour les autres frais, hein, pour se loger, pour se nourrir, pour avoir des loisirs. Et encore une fois, on s'est beaucoup indigné sur cette campagne, et c'est vrai que c'était quand même assez gros, mais on n'en a pas profité, ou certains en ont profité. Renaud Mas, que vous allez recevoir tout à l'heure, en a beaucoup parlé justement, du fait que c'était le résultat en fait d'une très grande précarisation des jeunes qui vont à l'université. Et encore, il y a tous ceux qui ne peuvent même pas aller à l'université. Mais même ceux qui arrivent à aller à l'université, ils sont tellement précarisés que la prostitution étudiante est en train d'exploser, qu'il y ait une publicité pour les sugar daddies ou pas. Donc, moi, je crois que c'est un message vis-à-vis des jeunes. Enfin, je me sens toujours un peu mal à l'aise, étant donné mon grand âge, d'aller dire aux jeunes ce qu'ils doivent faire. Je pense qu'ils le savent très bien. Mais je crois vraiment que ce qu'il faut faire, c'est s'engager. C'est s'engager, justement, dans les associations, s'engager en politique, s'engager partout où on peut se battre sur les causes du fond et pas simplement à mettre des emplâtres sur des jambes de bois. Et je crois que c'est même pas des emplâtres, hein, c'est des semblants d'emplâtres qui vont fondre à la première pluie et justement il pleut beaucoup. Mais voilà. S'engager, ça ne rapporte pas des sous. Comment ? Mais s'engager dans des associations, ça ne rapporte pas de sous. Ça ne rapporte pas de sous. Ça ne rapporte pas de sous à la personne qui s'engage, déjà, pour commencer. Mais c'est quelque chose qui peut changer la société. Et je crois que là, le problème de la pauvreté, c'est pas le problème de rapporter des sous. Enfin, si, on peut bien sûr aussi s'engager si on a les moyens. Moi, j'ai pas besoin de Viva for Life pour soutenir certaines causes. Et je ne fais pas non plus, je ne mets pas ça sur la vitre de chez moi pour dire Irène Coffer soutient les pauvres, Amnesty, je sais pas, Médecins du Monde. On peut le faire sans avoir besoin de ça, et c'est beaucoup plus important aussi pour les associations qu'on soutient, parce que c'est un soutien pérenne. C'est par exemple verser même une petite somme tous les mois. Il y a une série d'associations qui le permettent. Et on a en plus une réduction d'impôts, c'est pas pour la réduction d'impôts qu'il faut le faire, mais on peut de cette manière-là soutenir des causes qu'on a choisies, plutôt que de donner une somme une fois par an pour soutenir une opération comme celle-là. C'est ça. Hyacinthe, toi dans tes groupes, est-ce que tu as l'occasion d'aborder justement
cette réflexion par rapport à la précarité, par rapport à Viva for Life et à ce qui se passe sur un grand plan. Nous travaillons avec les femmes des milieux populaires et donc la précarité, c'est quelque chose qu'elles connaissent malheureusement. Et donc, mais on utilise d'autres moyens pour qu'elles puissent se réapproprier, qu'elles puissent dénoncer, faire connaître ce qu'elles vivent et aussi trouver ensemble des chemins d'émancipation. Par exemple, ici à Nivelles, on a créé un groupe de théâtre action, de théâtre forum qui s'appelle Petite Coupure, qui met en scène les situations que les femmes vivaient dans le groupe. Et justement, pour voir comment on peut... Du théâtre forum, ça permet de trouver avec le public des solutions collectives et individuelles aux situations qui sont amenées. Et donc ça a été une chouette pièce de théâtre et qui, je l'espère, va tourner un peu partout à la demande. Donc voilà, ça c'est par exemple quelque chose qu'on fait à Vie Féminine avec les femmes. Qu'on se le dise. Et il y a des dates prévues ? Nous attendons nous allons démarcher plusieurs associations. On a déjà fait 3-4 représentations ici en mai-juin dernier et septembre. Ah oui, aux Bien, associations. Mais on va prolonger le débat avec Hyacinthe, mais juste après la petite interview par téléphone avec notre nouvel invité. Thierry, qui est au téléphone avec nous ? Eh bien, la personne que vous allez entendre au téléphone, c'est Pascal Viel. Pascal Viel, comment est-ce qu'on peut présenter Pascal Viel, Stéphane ? Eh bien, Pascal Viel est professeur de droit, très versé dans les affaires sociales et le droit social à l'UCL, également à la FOPES. Et voilà, s'implique dans les grandes luttes du moment, que ce soit au niveau des réfugiés, au niveau de la défense de la sécurité sociale, etc. Et donc voilà, c'est un grand plaisir que d'accueillir aujourd'hui sur Radio 27. Elle a dénoncé une série de choses, je pense, Stéphane. Oh oui, mais elle est à la pointe de beaucoup de combats et je crois qu'on passera la moitié de l'émission à rappeler tous les combats qu'elle a pu mener ces dernières années. Donc je pense que le mieux maintenant, c'est de l'écouter en direct. Et j'admire les efforts de Stéphane pour lancer Pascal qui attend, qui trépigne au téléphone. Mais donc oui, effectivement, donc le combat, un combat en tout cas essentiel, c'était notamment l'explication de la transformation, la modification radicale de la sécurité sociale, donc une transformation du paradigme de la Sécu qui fera que simplement elle sera beaucoup moins intéressante demain qu'aujourd'hui, mais rien à voir. Voilà. Donc je propose maintenant qu'on écoute, en tout cas, Pascal. Bonjour Pascal, est-ce que cette présentation te correspond bien ? Merci pour cette présentation. En fait, je me suis engagée sur certains combats qui sont, malgré tout le soutien et l'empathie que j'ai pour les combats en faveur des réfugiés, contre le racisme, etc., là où moi je peux apporter une vraie compétence et une action sur le domaine plutôt socio-économique et en effet plutôt sur le domaine soit de la sécurité sociale, soit des droits des femmes qui sont vraiment les deux fers de lance. Voilà. Et quoi, il faut mener un combat plus particulier pour les femmes ? Il faut intégrer... Alors, il y a deux choses. Il faut certainement un combat particulier en faveur des femmes parce qu'elles restent souvent, toujours même d'ailleurs, dans le domaine socio-économique, les victimes souvent invisibles d'une série de mesures. Donc il y a un combat à mener spécifiquement pour les femmes, pour visibiliser les difficultés qu'elles ont. Et puis il y a un deuxième combat tout aussi difficile, c'est à intégrer dans toute réflexion qu'on peut avoir en matière socio-économique la dimension de genre, c'est-à-dire réfléchir à l'impact qu'auront ces décisions sur la situation respective des hommes, en montrant que bien souvent la situation des femmes mérite une attention particulière. Voilà. Alors tu as mené, Thierry le disait dans sa présentation, un combat particulier contre les réformes de la sécurité sociale. C'est important quand même de pouvoir réformer les lois au fur et à mesure. C'est très important de pouvoir les réformer. C'est pas moi qui vais dire touche pas à ma sécu, loin de là. Pourquoi c'est ça? Parce que j'ai la conviction profonde que la sécurité sociale, c'est un lieu où la société devrait en permanence renégocier avec elle-même, renégocier le pacte social qui la fonde. Bon, alors on ne fait pas un grand pacte social chaque année, évidemment, mais c'est la sécurité sociale de tous et elle doit en permanence s'adapter progressivement aux réalités, nos besoins, qui sont eux liés à toute une série de contextes, qu'ils soient économiques, qu'ils soient sociétaux, mais il y a même des enjeux environnementaux, par exemple, qui peuvent exiger à certains moments qu'on redéfinisse c'est quoi un besoin de sécurité sociale et comment est-ce qu'on le couvre ensemble.
en place quel type de solidarité. Donc oui, il faut repenser la sécurité sociale à partir de fondements qui vont rester identiques, des fondements de justice sociale, de solidarité, de redistribution, de couverture des besoins, voilà, de veiller à la dignité de chacun et au bien-être de chacun. Voilà. Et ce n'est pas ce que Charles Michel et son gouvernement a proposé dans cette réforme ? Certainement pas, non. Dans aucune des réformes qui sont en cours. Les réformes qui sont en cours sont des réformes dans lesquelles, justement, ce qui est au cœur n'est plus l'individu et ses besoins. C'est devenu un souci tout à fait accessoire. Il y a un souci de financiarisation, c'est-à-dire qu'on pense au départ qu'il y a un gros budget là, qui est celui de la sécurité sociale, qui est un budget qui n'est pas sur le marché des capitaux. On sert entre des personnes, pour faire simple et même trop simpliste, mais c'est quand même ça, et donc circule, ne passe pas par les outils d'investissement financier, et donc c'est une manne énorme qui échappe aux investisseurs institutionnels, et le souci du gouvernement, c'est de réduire cette enveloppe, et ce qui donnera automatiquement une part beaucoup plus grande aux assureurs privés, etc. Et donc, dans cette optique-là, ce qu'on accroît, ce sont les inégalités au sein de la société, puisque nous ne sommes pas du tout égaux devant la possibilité de nous assurer sur le marché privé. Alors, outre le fait qu'une assurance privée, ça coûte beaucoup plus cher à tout le monde en frais de gestion, en frais d'administration, donc tout le monde y perd globalement sur l'ensemble de la société. Plus, certains vont s'y retrouver bien mieux que d'autres, et ça va se traduire tout à fait par on diminue le remboursement de certains médicaments de base, on ne soutient plus de la même manière les maisons de retraite, on organise des pénuries de médecins, et petit à petit, on met en place un univers où c'est la loi du plus fort, la loi de la jungle qui l'emporte. Voilà, ça c'est le projet du gouvernement. C'est ça. D'une part, c'est ça, et d'autre part, il a fait autre chose qui, à mon sens, est assez grave, c'est qu'il a confisqué, par une loi du début de l'année 2017, il a confisqué aux interlocuteurs sociaux la possibilité de continuer à réellement gérer et négocier cette sécurité sociale en les mettant dans le comité d'experts. Donc aujourd'hui, contrairement à ce qu'on avait convenu lors du pacte social de 1945, ce ne sont plus les interlocuteurs sociaux qui gèrent la sécurité sociale. Comité d'experts qui leur donne des ordres pour le gouvernement et qui rapportent au gouvernement et qui se trouvent au-dessus des comités de gestion. Alors le problème, c'est qu'on peut dire que c'était pas idéal que ce soit que les interlocuteurs sociaux qui gèrent la sécu, mais d'un autre côté, c'est mieux que juste le gouvernement, et aujourd'hui il n'y a plus que le gouvernement qui centralise entre ses mains les décisions importantes qui concernent notre sécurité sociale. Et donc effectivement, on constate que le gouvernement aujourd'hui, c'est toute une société qu'il est occupé à précariser pour un petit nombre de personnes riches. En termes de conclusion, en quelques mots, je vais te poser la question qu'on a posée à tous nos invités jusqu'à ce matin. Viva for Life, stop ou encore ? Stop, la sécurité sociale, c'est bien mieux. Eh bien, écoute, merci beaucoup Pascal, et c'est sur ces mots-là qu'on va te souhaiter une très très bonne après-midi. On t'invite à continuer évidemment à écouter notre émission 27 for Life sur www.radio27.be en direct sur le web. J'invite également à l'ensemble de nos auditeurs de venir nous rejoindre 25 boulevard Fleur de Lys ici à Nivelles pour venir prendre le temps de manger une soupe avec nous et d'échanger avec l'ensemble de nos invités, puisque nous faisons cette émission en public. Ils vont d'ailleurs applaudir fortement pour montrer qu'ils sont là. Voilà. Et on continue tout de suite avec Hyacinthe et le combat qui est mené avec Vie Féminine autour de cette pauvreté, la pauvreté des femmes en particulier. Oui, et donc à Vie Féminine, nous avons évidemment fait tout un travail autour des allocations familiales. On parlait de la sécurité sociale. Les allocations familiales font partie de cette sécurité sociale. Et avec la réforme, il y a eu le transfert des compétences, et nous avons suivi cette thématique à l'intérieur, en étant vraiment au sein de la VIC qui a refait un peu, qui a construit le nouveau modèle des allocations familiales. Et donc on va contacter Cécile de Wandeler qui travaille au bureau d'études de Vie Féminine et qui est la personne ressource à Vie Féminine concernant les allocations familiales.
Tu vas mener l'entretien avec Cécile de Wandeleur. Oui, on va tous ensemble, on va tous... Oui, sauf que c'est un peu difficile parce que avec le téléphone, techniquement, voilà, il faut un peu gérer. Elle est au téléphone, Thierry me fait signe que c'est OK. Et donc, eh bien, attention, Cécile, bonjour. Bonjour. Donc voilà, tu travailles pour Bourvée Féminine et vous avez travaillé autour de cette réforme sur les allocations familiales. Oui, tout à fait. Oui, on a fait une enquête sur la question et puis tout un travail sur le nouveau modèle à proposer, des interpellations aussi du gouvernement et des personnes qui travaillaient sur ce dossier pour essayer d'y inclure nos préoccupations. Et qu'est-ce que cette enquête a révélé ? Plusieurs choses évidemment, mais peut-être un des premiers points à mettre en avant, c'est évidemment que les allocations familiales pour les femmes de notre réseau, c'est vraiment un revenu très très important pour elles, qui couvre des besoins, des dépenses essentielles, pas des dépenses accessoires. Et dans les dépenses essentielles, il y a à la fois des dépenses vraiment de la vie quotidienne de jour le jour, de l'alimentation, le logement, le chauffage, des choses comme ça, ce qu'on se représente pas trop quand on parle d'allocation familiale. Et puis tous les aspects plus spécifiques liés au coût des enfants, évidemment, la scolarité, les activités autres, la santé aussi, c'est un point très très important, et des postes, des services comme l'accueil de l'enfance. Et quoi ? Et aujourd'hui, notre gouvernement veut réduire ces allocations familiales ? Alors non. Ça, c'est déjà une bonne chose. Donc, a priori, en tout cas, non. C'est pas du tout ce qui se dégage des plans c'est plus que des plans maintenant, puisque le décret du côté wallon est déjà vraiment très, 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 très bien avancé. L'idée, c'est vraiment de garder un budget constant, mais de le redistribuer différemment, de manière plus adaptée aux réalités des familles d'aujourd'hui. Mais ça, c'est donc plutôt une bonne mesure, alors ? C'est plutôt une bonne mesure. En tout cas, nous, pour le moment, comme on suit vraiment tout le processus, on est plutôt rassurés. Évidemment, il reste des points d'inquiétude, des points de vigilance, et il y aura probablement des rectifications à faire quand on y verra plus clair. Et je dis ça parce qu'il faut quand même bien se rendre compte que le nouveau modèle qui va être proposé par le gouvernement ne va rentrer en application au mieux que le 1er janvier 2019, et seulement pour les nouveaux enfants. Ça veut dire que toutes les familles qui touchent déjà des allocations familiales aujourd'hui, et c'est très important de le dire parce que ça rassure les gens, donc tous les gens qui touchent des allocations familiales aujourd'hui vont continuer à toucher les allocations familiales sur base de l'ancien modèle. Donc pour eux, rien ne change. C'est vraiment pour les nouveaux enfants qui naîtront en 2019 que les choses vont changer. Donc le nouveau modèle va se mettre en place petit à petit. Alors on entendait un YouTuber ce matin, ici en extrait, qui disait que la pauvreté, ça touchait une femme sur 4. Alors lui, il se concentrait en France d'abord, et puis sur l'aspect plus SDF. Est-ce que la situation est aussi importante en Belgique ? Bon, évidemment, si on prend l'indicateur SDF, pour moi, c'est un peu difficile de répondre à votre question comme ça. Mais par contre, effectivement, on sait, quand on voit les chiffres de la pauvreté en Belgique, souvent on donne des chiffres déjà qui sont basés sur la pauvreté des ménages, ce qui est problématique parce qu'en fait, la pauvreté des ménages cache la pauvreté différenciée des hommes et des femmes. Évidemment, quand il s'agit de couples, on ne différencie pas les ressources des uns et des autres. Et donc là, si on regarde ces chiffres-là, on sait qu'en tout cas, il y a une différence entre la pauvreté des hommes et des femmes. Et on a un indicateur intéressant pour ça, c'est ce qu'on appelle le taux de dépendance économique. Et donc, c'est une manière de calculer à quel point une personne est dépendante du revenu de quelqu'un d'autre pour ne pas tomber dans la pauvreté. Et là, on voit qu'une femme sur 3 a un taux de dépendance qui l'amène au risque de pauvreté, alors c'est le cas que pour un homme sur 10. Donc là, il y a quand même quelque chose qui se passe effectivement en Belgique. Et qu'est-ce qui pourrait expliquer cela ? Les explications sont assez claires. Elles sont vraiment liées aux inégalités structurelles que rencontrent les femmes, principalement évidemment dans le monde du travail, le marché de l'emploi, etc. Donc il y a tous ces aspects-là, le type de travail qu'elles ont, le type de revenus, le travail à temps partiel, les contrats précaires, etc. Les filières moins reconnues et moins bien payées. Mais il y a aussi plus globalement une conception qu'on a toujours aujourd'hui des rôles des femmes et des hommes dans la société. Et même si on a avancé sur les questions d'égalité, il y a toujours cette conception et dans les faits, ça se passe comme ça aussi, le fait que les femmes portent toujours beaucoup plus le travail gratuit qui doit se faire dans la famille en termes de tâches domestiques, soins d'éducation aux enfants, aux personnes malades, dépendantes, etc. Et donc ça, c'est un frein pour leur autonomie financière. Et en plus, tout ça n'est absolument pas reconnu pour les autres types de revenus de remplacement, que ce soit le chômage, la pension, etc. Et donc tout ça s'accumule et crée évidemment cette
écart, cette différence, ces inégalités. Merci beaucoup. Donc encore pas mal de combats à mener. En termes de conclusion, en quelques mots, Viva for Life, stop ou encore c'est difficile de se prononcer comme ça. Espérons le plus vite stop parce qu'il y aura d'autres mesures politiques qui seront mises en place pour vraiment prendre en compte la pauvreté des familles et des enfants. Eh bien, on espère que le message que tu viens de délivrer sera entendu par nos politiques, bien évidemment. Donc, c'était Cécile de Wandelière, de Vie Féminine, donc, que nous venions d'interviewer par téléphone. Hyacinthe, est-ce que tu as des choses que tu veux compléter, justement, en tant que responsable Vie Féminine ici sur le Brabant Wallon? Je te prends au dépourvu. Non, mais je suis comme ça. Tu sais que j'aime ça. Non, mais t'inquiète pas, après, j'arrive sur Irène. Mais ça, je la préviens pas tout de suite. Je voudrais peut-être mettre l'accent sur l'importance de soutenir des mouvements comme Vie Féminine, que les pouvoirs publics soutiennent des mouvements d'éducation permanente, des associations, parce que nous faisons vraiment un travail avec les femmes au plus proche de là où elles sont. On va dans des quartiers bien ciblés pour vraiment permettre d'une part à ce qu'elles sortent, mais qu'elles puissent s'exprimer, qu'on puisse voir ensemble ce qu'elles vivent. Et on voit qu'on a de moins en moins de subsides structurels de la part des services publics. Et ça montre aussi, nous sommes aussi touchés par la précarité institutionnelle. Donc, Mais alors, comment est-ce que des structures comme la tienne peuvent obtenir des subsides si vous n'avez plus de moyens de subsistance structurels? Alors, comment ça fonctionne? Alors, vous les recevez d'où cet argent et de quelle manière? On va les chercher très difficilement dans des appels à projets divers et variés, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de mal à trouver de l'argent des services publics, et donc il faut aller chez des particuliers par exemple qui ont plus de moyens, mais et donc, on va faire une opération de crowdfunding. VF for Life. Mais donc, ce qui est important dans ce que tu dis là, c'est que finalement, il y a une série de mesures qui sont prises, qui augmentent la précarité des citoyens, des individus, mais qui augmentent aussi la précarité des associations et qui travaillent au quotidien sur le terrain. Donc on est vraiment sur une précarisation totale de la société. Irène, j'ai vu pendant les différentes interviews téléphoniques, je voyais que tu réagissais. Voilà. Est-ce que tu as des choses que tu as envie de compléter par rapport aux différents points qui ont été dits? Je suis évidemment tout à fait d'accord avec ce que Pascal Viel a pu dire sur la sécurité sociale. D'ailleurs, ce fameux titre, une couverture en laine, c'est bien, une couverture sociale, c'est mieux. C'était vraiment ça que ça donnait comme sens. Et je trouve que quand c'est un service public, en plus, qui préfère la couverture en laine sans expliquer l'importance des services publics, et même pire, on l'a dit tantôt, je crois que Martine Van de Mulbroek en a un peu parlé, du fait que lorsqu'il y a des luttes, lorsqu'il y a des grèves, lorsqu'il y a des manifestations, on n'explique pas non plus aux gens que c'est autre chose qu'une perturbation des transports, que les techs ne roulent pas ou qu'il y a des embouteillages à Bruxelles, que ce sont vraiment des gens qui se battent pour maintenir des droits, pour maintenir justement ces services publics qui permettent de maintenir les gens avec la tête hors de l'eau. Et ça, c'est vraiment une explication. C'est élémentaire, le fait qu'on ne fasse pas le rapport entre les luttes sociales et cette augmentation de la pauvreté, c'est quelque chose qui est affolant. Et d'ailleurs, à l'époque de cette histoire de couverture en laine, il y avait justement, à ce moment-là, il y a eu des grèves et des manifestations, et jamais les journalistes n'ont fait le rapprochement entre les deux. C'était vraiment deux sujets totalement différents. Et ça, c'est un gros problème. Mais alors, par rapport à Vie Féminine, je voulais peut-être ajouter quelque chose. C'est que il y a actuellement une grosse difficulté pour les associations qui travaillent en non-mixité avec des femmes de continuer à obtenir des subsides sous le prétexte que tout doit être mixte, alors que le soutien aux femmes spécifiquement, parce que les femmes ont spécifiquement certaines problématiques et que c'est important qu'elles puissent aussi se renforcer entre elles. Ça ne veut pas dire que le monde ne doit pas être mixte, mais elles doivent d'abord se renforcer entre elles avant d'aller vers la mixité, et que ça, c'est quelque chose qui précarise aussi beaucoup les associations de femmes, notamment au niveau des cours d'alphabétisation. Quand on veut donner des cours, moi je suis bénévole, je suis militante, je suis pas bénévole moi, je suis militante pour donner des cours d'alphabétisation à des femmes migrantes, et je trouve que c'est très important de pouvoir le faire entre femmes, justement parce qu'il y a des choses dont elles ne parleraient pas si des hommes étaient là, et on a de moins en moins de moyens pour le faire sous prétexte que ce n'est pas mixte, et je trouve ça extrêmement grave aussi comme démarche. Hyacinthe,
Tu confirmes ? Oui, je confirme à 100%. Oui, mais ça fait partie de votre ADN, Avis Féminine, de ne pas être dans la mixité. Et donc, ça nous arrive de renoncer à certaines sources de financement parce qu'on exige de nous de travailler en mixité. Et donc, le choix politique est plus important. Mais après, nous faisons tout un travail de lobbying politique et de rencontres politiques pour expliquer justement ce qu'Irène disait, de l'importance de travailler en non-mixité dans un premier temps pour être plus forte dans la mixité. Pourtant, la société est mixte, les rapports hommes-femmes, c'est en continu, et donc ça serait peut-être intéressant pour justement sensibiliser les hommes à des discours, parfois dont ils ne se rendent même pas compte de la portée, je veux dire machiste, pour mettre une grosse étiquette dessus. Est-ce que ça serait pas quand même intéressant d'avoir ces publics mixtes ? Mais ça, on le fait après. Donc, on va d'abord se voir entre nous, se renforcer, et puis après construire des discours qui peuvent, et des animations, des interpellations qui peuvent se faire en mixité avec des hommes, évidemment. Je pense que c'est le cas aujourd'hui, par exemple. Si je peux ajouter juste une phrase, c'est on a tendance à présenter la mixité comme un état naturel de nos sociétés, et que ce sont les groupes qui font sécession, comme les femmes, ou comme parfois des personnes racisées qui veulent se voir entre elles, qui en fait sont dans la non-mixité, alors que cette société n'est pas vraiment mixte dans la mesure où il y a toujours les rapports de pouvoir. Enfin, le nombre d'activités où il n'y a que des hommes, il suffit de voir d'ailleurs des tribunes, des plateaux télé, ou certaines tribunes même de débat très, très, très de gauche et très progressistes, où il n'y a que des hommes. Et là, visiblement, on n'est pas gêné par la non-mixité. Donc, je crois vraiment que la mixité n'est pas un état naturel, que c'est un objectif. Mais pour arriver à une réelle mixité, il faut parfois passer par la non-mixité des groupes dominés. Oui, et donc j'entends bien que le mot mixité, c'est au-delà du genre homme-femme, c'est évidemment aussi les personnes handicapées, les personnes étrangères, effectivement. D'ailleurs, petit coup de pub, il y a une émission Tous dans le même bateau que le Centre régional d'intégration du Brabant Wallon a réalisé, qui aborde intégralement cette question justement de la présence dans les médias de femmes, de personnes handicapées, de personnes étrangères, et qui se rend compte effectivement que ça apparaît très très peu, ou beaucoup trop peu en tout cas. Laurence, tu as envie de réagir ? Peut-être j'aurais envie de demander à Marie, qui est jeune, qui a quel âge ? 21 ans. Qu'est-ce que ça évoque pour elle l'idée le mot féminisme ? Oui, et puis après j'aurai des questions aussi, je vais te cuisiner un peu, Marie, parce que c'est le temps de midi, c'est pour ça. Je ne sais même pas vraiment quoi dire. Pour moi, il faut que les femmes montrent ce qu'elles savent faire, parce que justement, pendant longtemps, on a dit que c'était l'homme au-dessus de la femme. C'est comme ça que je le vois, qu'aujourd'hui, c'est le moment de montrer tout ce qu'on a et de montrer qu'on sait faire plein de projets. Et voilà. Et c'est possible, donc tu es toute jeune. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que tu as le sentiment que tu as les outils pour pouvoir le faire, pour pouvoir prendre cette place ? Justement, on apprend soit par nous-mêmes, soit par exemple pendant les études, on est formé justement à créer des projets, et c'est en faisant des projets qu'on apprend à faire d'autres projets et d'améliorer des projets. Et toi, en tant que jeune femme, est-ce que tu as l'impression que les choses changent aujourd'hui ? Est-ce que les rapports hommes-femmes, est-ce que c'est différent à ton niveau, au niveau de ta génération, par rapport à ce qu'il y a des choses qui sont décrites par des générations qui précèdent ? Moi, je pense que ça ne bouge pas encore assez, parce qu'il y a toujours la catégorisation des métiers hommes-femmes, et ça ne devrait pas exister, quoi. Bien. Donc, voilà. Encore pas mal de combats. Hyacinthe. Oui, moi je voudrais qu'on accueille par téléphone Anne Theu, qui est la responsable de la FSMI. Alors la FSMI, c'est quoi ? C'est la Fédération des services maternels et infantiles de vie féminine, qui regroupe des services d'accueillante d'enfants conventionnés, des services extrascolaires, des services d'accueil d'enfants malades à domicile, des haltes d'accueil, des services collectifs divers, et donc sur l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et je voulais l'inviter aujourd'hui parce que la FSMI est en train de mener une enquête intéressante auprès des milieux d'accueil de la petite enfance. Et donc voilà. Anne, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette enquête ? Au niveau de la Fédération des services maternels et infantiles de vie féminine, nous avons cette année mené une petite enquête dans une série de milieux d'accueil.
Nous avons à cette occasion rencontré des professionnels de terrain et notre objectif c'était de voir un petit peu quelle était leur perception des 3 fonctions de l'accueil de l'enfance. On parle souvent des 3 fonctions de l'accueil de l'enfance, la fonction économique, la fonction éducative et la fonction sociale qui sont liées, qui s'imbriquent. On retrouve ce concept dans de nombreux textes. Et ces fonctions sont au cœur du travail des professionnels. Ce qui est intéressant, c'est de pas de définir les fonctions, mais c'est de voir un petit peu ce qui a atterri chez nous à travers les interviews. Et à travers ces interviews, qui je le rappelle, ce sont des interviews de professionnels de terrain, donc ce sont des puéricultrices, ce sont des accueillantes, ce sont des travailleuses sociales qui sont en contact avec les enfants, qui sont en contact avec les familles, eh bien, on a constaté que les milieux d'accueil sont de réels baromètres de la situation sociale et économique des familles. En quoi les milieux d'accueil peuvent être un baromètre de la situation sociale et économique des familles? Est-ce que tu as des exemples concrets? Les milieux d'accueil sont de plus en plus, en tout cas se disent de plus en plus confrontés à des situations de précarité des familles, et ils le voient par des éléments très très concrets. On n'est pas seulement dans la collection des impayés au niveau des facturations, ce n'est pas ça qu'ils nous disent d'ailleurs. Ce qu'ils nous disent, c'est on voit des enfants qui arrivent et ils n'ont pas de tartines. On doit prévoir des repas de substitution. On voit des enfants qui arrivent et qui n'ont pas de vêtements chauds. Et on doit prévoir, ou qui n'ont pas de vêtements de rechange s'ils se salissent. On doit prévoir des choses de plus en plus. Et qu'est-ce qui inquiète le plus ces professionnels? Selon eux et dans ce qu'ils nous disent, les choses ont empiré. Elles empirent clairement depuis plusieurs années. Si on leur pose la question, mais est-ce que vous voyez un changement par rapport à la précarité des familles, ils nous répondent généralement, c'était déjà compliqué, mais depuis 3, 4, 5 ans, c'est vraiment devenu très très difficile. Ils rencontrent de plus en plus de familles monoparentales, de femmes seules avec enfants. Ils rencontrent de plus en plus de très jeunes parents qui sont démunis. Et y a-t-il d'autres constats amenés par ces professionnels qui ont été interviewés? Alors, une autre chose que les milieux d'accueil nous disent, c'est que dans ce contexte de précarité, le milieu d'accueil, donc que ce soit la crèche, l'accueillante, la halte accueil, ce sont des endroits qui sont des ressources pour les enfants et pour leurs familles qui vivent des situations difficiles. Ce sont des endroits qui permettent de maintenir ou de recréer du lien social. Les professionnels nous disent que beaucoup de parents sont en demande pour être rassurés par rapport à leur approche. Ils ont besoin d'être mis en confiance dans leur capacité de parents. Et les parents attendent cela. Bien plus qu'un lieu de garde, ce n'est pas simplement un endroit où on dépose son enfant quand on doit aller travailler ou quand on va en formation. C'est un endroit où où les parents ont envie de rencontrer d'autres parents, où ils ont envie de parler avec des professionnels, parce qu'ils se sentent de plus en plus isolés dans le contexte de société qui est le nôtre. Et on peut observer que les familles les plus précarisées, les plus pauvres, n'ont pas accès en fait à ces milieux d'accueil. Que dit l'enquête à ce propos? Ce que les professionnels nous disent, c'est que, et on voit aussi, des études le montrent d'ailleurs, il y a d'une part une certaine crainte des institutions, et puis beaucoup de parents pensent tout simplement, mais c'est trop cher, je n'y aurai pas accès, ou bien ce n'est pas pour moi, je n'ai pas de travail, donc je ne peux pas y aller. Et ça, c'est vraiment dommage parce que on le voit. Les milieux d'accueil, ce sont des endroits où les enfants ont une opportunité, c'est vraiment une chance pour l'enfant, c'est une opportunité de se développer, de rencontrer, c'est pas une baguette magique, mais en tout cas, ça permet à l'enfant et à la famille aussi d'élargir un petit peu son champ de vision, d'avoir de nouvelles expériences. Et donc, toute la question, c'est comment pouvoir ouvrir les portes des milieux d'accueil pour que l'accueil soit accessible à tout enfant, pour tout enfant qui en a le besoin et pour toute famille qui en effectue la demande, et comment amener, à ouvrir les portes pour que l'accès soit pour le maximum d'enfants et de familles. Anne, est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment a été menée cette enquête et à quoi elle va servir finalement ?
L'enquête, elle a été menée dans la région de Bruxelles. Elle a été menée, c'est une enquête qualitative qui a été menée auprès de professionnels et 10 milieux d'accueil ont été choisis. 10 milieux d'accueil qui reprennent des différents types de milieux d'accueil, que ce soit du subventionné, du non subventionné, du public, du privé, et des milieux d'accueil de type familial ou de type collectif. On a vraiment essayé d'avoir un panel. Nous avons essayé de rencontrer des personnes de terrain pour avoir vraiment leur écho et leur pratique. C'est un peu ce qui singularise notre enquête, parce que bien souvent, ce sont les responsables ou les travailleurs sociaux qui sont rencontrés. Ici, on a vraiment eu les personnes qui travaillent au quotidien avec les enfants et les familles. Et l'idée, c'est de voir un petit peu comment ils arrivent à faire vivre les 3 fonctions de l'accueil, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent dans le contexte de société qui est le nôtre et dans le cadre de la pénurie de places qu'il peut y avoir et de l'augmentation de la pauvreté. Et à partir de ces difficultés, c'est pouvoir en tirer des recommandations qui permettraient de pouvoir faire évoluer d'une part les milieux d'accueil, mais aussi de sensibiliser le monde politique à ces réalités et auxquelles sont confrontés les enfants et les familles. Espérons que les politiques entendent ceci pour faire changer les choses. Anne, as-tu d'autres choses à amener sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui ? On a parlé de la précarité des familles, on peut aussi parler de la précarité des services et de la précarité des travailleuses des services. Dans les services d'accueil de l'enfance, il y a pas mal de professionnels, ce sont des milieux d'accueil qui sont subventionnés, mais bien souvent, par exemple dans le collectif, il y a, c'est subventionné, mais c'est via des aides à l'emploi. Donc, à certains moments, ce sont des contrats qui sont précaires, qui ont une durée limitée, dans des jobs qui sont quand même relativement difficiles, avec des horaires difficiles, avec un travail pénible. Alors, ça, c'est tout ce qui concerne le secteur collectif. Ce n'est pas rigolo, on parle d'horaires coupés, et c'est la réalité pour correspondre aux besoins des femmes et des familles. Mais alors, quand on va vers tout ce qui concerne le secteur des accueillantes conventionnées, actuellement, mais les accueillantes conventionnées n'ont pas un réel statut professionnel, mais elles ne bénéficient pas des droits sociaux comme l'ensemble des travailleurs salariés. Mais malgré tout, nous sommes en train pour le moment de vivre une avancée historique, puisque le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles vient cette semaine de signer un accord pour un projet pilote qui va permettre à une sélection d'accueillantes d'enfants conventionnés en Fédération Wallonie-Bruxelles d'accéder à un statut salarié, un réel statut salarié qui leur ouvre l'ensemble des droits de tous les travailleurs salariés, donc que ce soit congé payé, pension, chômage, etc. C'est une avancée historique parce que, au niveau de vie féminine, ça fait 40 ans qu'on se bat pour ça, donc on va faire un petit peu la fête avec ça. Maintenant, ce n'est qu'une sélection, ce n'est qu'un projet pilote, et donc il faut continuer vraiment à se battre pour que ce projet pilote devienne une réalité pour toutes les accueillantes, parce que il y va de la reconnaissance vraiment de tout un pan du secteur de l'accueil de l'enfance, c'est important. Ce sont de vrais professionnels qui travaillent dans des conditions pas toujours évidentes. Et d'un autre côté, c'est aussi une question de reconnaissance, de mise en avant de l'autonomie des femmes. Avoir un salaire fixe et avoir l'ensemble des droits de tous les travailleurs salariés, ce n'était pas normal. Que finalement plus de 2500 femmes en Fédération Wallonie-Bruxelles n'aient pas accès à cela alors qu'elles travaillent 10 heures par jour, 5 jours par semaine. Merci beaucoup Anne. Sur ce, moi, je vais aller un peu faire la fête avec mes copines de vie féminine pour fêter cette petite avancée pour les accueillantes conventionnées. Bon, je viendrai bien avec toi, mais je peux pas. Donc, Laurence, on arrive au bout de l'émission. Voilà, tout d'abord, je voudrais vous remercier toutes pour tous ces éléments d'analyse qui ouvrent les yeux en fait sur cette réalité qui est la précarité grandissante, galopante dans notre société. Comme si, je reprendrais une phrase de vous, Irène, qui disiez comme si la pauvreté était une fatalité, une sorte de catastrophe naturelle dont seule la générosité publique pourrait soulager les victimes. Eh bien, nous, on a essayé justement d'y mettre plus de fond, plus d'analyse, avec à la fois des journalistes comme Martine Van-Melebroek qui était là ce matin, avec vous Irène Coffer qui est militante syndicaliste et aussi journaliste, avec Hyacinthe
qui œuvre dans le milieu associatif du côté des femmes, puis aussi avec les collègues du MOC, avec Claire Lamran, avec Maïté de l'AMO de Nivelles, avec aussi Justine du Bébé Bus, avec Anne-Marie Allais, qui est une travailleuse de terrain auprès des enfants en difficulté. Et donc ça fait plein de forces vives, on peut dire ça. Et maintenant, le tout, c'est de ne pas travailler peut-être de façon saucissonnée, comme les pouvoirs publics le font souvent trop. Et de ce fait-là, on ne sait pas toujours à quelle porte frapper pour faire avancer les choses. Et donc, bon, voilà, espérons que maintenant, on peut aussi créer des passerelles entre nous encore plus pour montrer vraiment qu'il y a des choses à dire qui sont complexes, et d'où parfois la difficulté aussi de faire passer les messages. Mais voilà, c'est un combat qui continue. Et maintenant, on va passer la parole aux jeunes, parce qu'eux aussi ont beaucoup de choses à nous apprendre. Oui, et donc effectivement, juste avant de leur donner la parole et donc de passer à l'émission signée J, eh bien, j'ai à côté de moi un des jeunes, et qu'est-ce qu'on va retrouver dans l'émission que vous allez animer tout à l'heure? Hop, alors un des jeunes, ils hésitent à parler, voilà. Alors attends, dis-moi ton prénom d'abord. Donc bonjour Panos. Bonjour, c'est les aléas du direct, comme on dit, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà eu ça. Nous, on est les jeunes de la MJ Squad, on est ici avec Andy, Éléonore et aussi Virginie qui est... la représentante de la MJ Squad, et on va vous parler ici de la précarité chez les jeunes. Eh bien super, donc tout un programme, on se retrouve juste après la pause musicale. Radio27.be, bien entendu.